Je suis l'avocat du diable. De choses méchantes ont été dites sur Bill Gates. Il me faut, en tant qu'avocat du diable, remettre les choses dans la justesse et dans la modération. Bill Gates est issu d'une grande famille de Seattle, une famille très riche d'avocats et d'hommes d'affaires, une vieille et ancienne famille de la bourgeoisie de cet État, de l'État de Washington aux États-Unis. Jeune, il a quitté l'université car il a vu très intelligemment l'opportunité de monter une entreprise avec son acolyte Steve Ballmer et l'autre, son technicien dont le nom m'échappe, pour en fait reprendre des logiciels d'IBM. Il faut savoir qu'à cette époque, dans les années 70, les logiciels n'étaient pas payants. Ils étaient fournis avec les machines et les grands fabricants d'ordinateurs, Univac, IBM surtout, Digital Equipment et d'autres, eh bien, fournissaient des machines pratiquement clé en main, enfin clé en main avec des ingénieurs pour faire fonctionner, des consultants déjà à l'époque pour faire fonctionner la chose. Et ces machines étaient extrêmement coûteuses, mais elles incluaient dans le package ce qu'on appelle de la maintenance, c'est-à-dire du service de mise à jour, et il fallait des logiciels à l'intérieur, et donc les fabricants avaient des logiciels, souvent c'était ce qu'on appelle un système d'exploitation, un OS, et éventuellement des logiciels pour faire fonctionner des périphériques. Souvent à cette époque, c'était souvent des disques. Disques qui étaient aussi gigantesques que les machines et qui étaient externes, et qui étaient des disques souvent... moi, mon père a commencé avec des bandes perforées, puis ça a été ce qu'on appelait les tapes, c'est-à-dire des cassettes, c'était des bandes magnétiques, donc en analogique, et puis plus tard sont arrivés les disques dont le grand public a connu les grandes disquettes, puis les petites disquettes, puis les CD-ROM, et puis les minuscules petites disquettes, et puis à la fin le téléchargement par Internet. Mais enfin bon, on va pas faire l'histoire de l'informatique aujourd'hui, peut-être que je vous la ferai dans une autre vidéo. Mais euh, Bill Gates fonde Microsoft avec en fait le système d'exploitation DOS, euh, qui a une histoire lui aussi, mais enfin en gros qui vient d'IBM, qui est repris par Microsoft, et c'est pour ça qu'on va l'appeler le MS-DOS. MS-DOS pour les premiers ordinateurs personnels auxquels personne ne croyait, pas même IBM, bien que c'était le leader à ce moment-là. On parle de la fin des années 70, début des années 80, tout début des années 80, où le PC, l'ordinateur personnel d'IBM, était considéré par IBM comme quelque chose de très accessoire dans sa ligne de produits. Et Microsoft s'est dit, a vu l'opportunité en se disant non, avec la concurrence, les PC vont devenir, et avec la puce Intel, vont devenir de plus en plus courants, et nous pouvons fournir le système d'exploitation qui est payant, inclus dans le prix à la vente évidemment du PC, et si la croissance et l'essor du PC va se faire, eh bien nous vendrons notre petit système d'exploitation avec tous les PC. À l'époque, il servait essentiellement pour faire des calculs très simples, notamment des tableurs avec il y avait VisiCalc, il y avait 2020, il y avait plusieurs logiciels de tableurs. Moi, j'ai travaillé là-dessus, hein. Il y a très longtemps, j'étais gamin, mais je travaillais déjà sur ces tableurs. Et puis, il y avait des traitements de texte très basiques, hein. C'était écran noir, hein. C'était en version DOS, il ne faut pas oublier. Il y avait de la programmation toute bête avec du basique. Et il y avait quelques jeux. Probablement celui qui a le plus fonctionné à cette époque, c'était le Flight Simulator, qui était déjà, avec les premières cartes graphiques, un logiciel qui permettait d'avoir une simulation d'instruments de vol d'avions euh, assez intéressant. Il y avait du Cessna, il y avait même du Boeing. Enfin, c'était pas très non plus extrêmement graphique, mais ça avait fonctionné. Bref, avec l'essor du PC, Microsoft a grandi. Elle a également développé, mais en achetant d'autres sociétés qui avaient quelques autres logiciels dans ce sens, qui allaient dans ce sens, l'interface graphique qu'on a appelée, et qui est aujourd'hui très connue évidemment, Windows. Avec cela, les applicatifs à succès ont été Word, Excel, et puis un peu plus tard PowerPoint et d'autres, mais aucun autre logiciel de Microsoft n'a eu le succès
de Windows basé sur DOS. Hein, c'est encore à cette époque. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé puisque l'architecture est passée en 32 bits. À l'époque, je crois que DOS c'était encore c'était du 4 bits, et puis ensuite c'est passé à du 8, ensuite c'est passé à du 16, et Windows était basé là-dessus. Et après, c'est passé à 32 bits. Et puis Microsoft a récupéré aussi l'équipe de Digital Equipment lorsque celle-ci s'est effondrée. L'équipe qui faisait pas le MS-DOS, le VMS de DEC pour en faire Windows NT. Donc le Windows, mais qui n'a rien à voir avec Windows, si ce n'est que l'interface graphique ressemble. Mais en fait, c'est la partie de gestion des serveurs pour des petits réseaux à l'époque. Donc ça, c'est déjà le début des années 90, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie. Et donc Bill Gates, en fait, était très connu à cette époque pour être quelqu'un qui avait sa vision. C'était un visionnaire d'une vision. Alors certes, dans l'industrie, on considérait qu'elle était merdique, puisque la mise en réseau de PC avec des applications installées partout, déjà à l'époque, on la considérait un petit peu obsolète par rapport. Pourtant, c'était considéré, donc ces clients serveurs étaient considérés pour beaucoup d'entreprises en fait d'apporter de la puissance sur le desk, sur là où l'utilisateur allait l'utiliser. Mais autant ça peut avoir du sens pour un individu à la maison d'avoir de la puissance de calcul pour pouvoir faire ses traitements de texte et machin. On parle d'il y a longtemps, hein, on parle d'il y a 30 ans. De la puissance de calcul sur son bureau, sur son travail. Et moi, je l'avais quand j'étais étudiant. Hein, j'avais mon PC et ça me donnait un avantage incroyable par rapport à ceux qui n'avaient rien, qui avaient leur crayon et leur calepin. Donc, ça me permettait, voilà, et puis les premiers accès à Internet ont facilité pas mal de choses. Mais enfin, je vous parle d'Internet avant le web. Je vous parle simplement de la communication et du téléchargement de certaines archives. Mais c'était très lent et c'était avec des modems très, 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 très lents. Bref, Bill Gates était très connu pour avoir des pratiques commerciales extrêmement prédatrices et des pratiques de monopole très fortes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter son PC avec uniquement Windows. Il fallait acheter tout le paquet et comme vous achetiez votre PC avec un prix donné, par exemple 1000 balles, eh ben, vous ne saviez pas quelle était la part qui allait évidemment au commerce, mais au commerçant qui vous l'a vendu, mais aussi ni aux fabricants ni au logiciel. Et en fait, petit à petit, en obligeant tous les fabricants à avoir ces logiciels, eh bien, il n'y avait pas de concurrence possible, à part Apple, qui a été très mal, hein, c'était pendant cette période, surtout pendant les années 80, fin des années 80, début des années 90, Apple avait perdu beaucoup de son aura, puisque en tant que concurrent, ils étaient réduits à 1% de part de marché, alors que tous les autres PC du monde étaient Microsoft. Et donc cette situation de monopole avec, je sais pas, 98-99% des machines avec ces logiciels ont permis à Microsoft, par des mises à jour, de détruire toute concurrence. Donc si vous aviez un tableur ou un traitement de texte meilleur que Microsoft, eh bien, on ne vous interdisait pas de l'installer, mais lors des mises à jour, Windows ne devenait plus compatible ou rendait incompatible votre logiciel et vous deviez soit le racheter, donc ça vous faisait des dépenses supplémentaires, donc une barrière supplémentaire contre Word qui lui restait compatible, ou Excel ou d'autres. Et donc, ils ont mis en place des pratiques extrêmement dommageables pour la concurrence à leurs produits. Et donc, leurs marges ont été absolument incroyables. Et je me souviens, en 88, avoir regretté de ne pas avoir investi en bourse dans Microsoft, car à l'époque, elle avait bien augmenté. Et comme un couillon, j'aurais dû investir en 88, puisque entre 88 et la fin des années 90, l'action a dû aussi être multipliée par 100. Bill Gates est ainsi devenu un super milliardaire, à un moment l'homme le plus riche du monde. Et puis, le chien aboie, il n'est pas content que je parle de Bill Gates. Voilà, pas tout le monde est aussi tolérant que moi. Et il a soif ou faim, il veut rentrer. Et bref, donc cette mise en place de ce monopole a permis à Microsoft de générer suffisamment d'argent pour mettre en place des pratiques marketing absolument incroyables. Je me souviens, comme j'étais un de leurs concurrents chez Oracle, la manière dont, en fait, les logiciels Microsoft n'étaient pas terribles. Et l'intelligence de Bill Gates et de Steve Ballmer a été de dire, pour que les journalistes parlent bien de nos produits qui sont très médiocres,
pour les plus anciens, vous vous souvenez que il plantait souvent, vous perdiez votre travail, vous pouviez travailler des heures sur un document, et puis tout d'un coup, pouf, l'ordinateur s'arrêtait, parce qu'en fait, le logiciel était merdique, était pas bien conçu, et leur idée, c'était de toujours faire des mises à jour. Le problème, c'est que quand tu fais une mise à jour sur un truc qui est mal conçu, en fait, tu construis une usine à gaz, et puis donc ces mises à jour devenaient de plus en plus lourdes, et au bout d'un moment, il fallait changer d'ordinateur, parce que alors évidemment, les fabricants étaient contents que tu changes d'ordinateur. Enfin, l'utilisateur, il se sentait un petit peu niqué par et devoir dépenser de l'argent pour en fait faire toujours la même chose. Et encore aujourd'hui, 90% de ce qu'on utilise en tant qu'applicatif, c'est alors à part tout ce qui est Internet, mais qui est nouveau, mais pour l'essentiel, c'est du Word et éventuellement du tableur. Mais à l'époque, c'était du traitement de texte, quoi. C'était pour écrire des textes. C'était mieux qu'une machine à écrire. Hein. C'était pas mal. On pouvait imprimer une fois que c'était fini, au lieu de devoir retaper ou de recommencer si on avait fait une faute de frappe à la machine. Vous vous souvenez? Tac, 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 tac. Alors pour les plus anciens qui ne savent pas, une machine à écrire, en fait, c'est un ordinateur, mais sans écran. Bref. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer aux gamins. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que c'était qu'une machine à écrire. Bref. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Il fallait tout recommencer s'il y avait la moindre faute. Donc, il fallait être bon en orthographe et en habileté des doigts. Bref, ces pratiques ont malgré tout rendu Bill Gates extrêmement riche, et il a utilisé cet argent pour financer d'autres projets dans d'autres technologies. Alors, elles n'ont jamais été très performantes. En fait, Microsoft est une société qui a été extrêmement bonne commercialement. Ah oui, et donc les journalistes, pour avoir des bons articles et pour qu'il n'y ait jamais de mauvais articles sur Microsoft, Microsoft dépensait un argent fou déjà en pub et en marketing, mais surtout en relations de presse. Ils invitaient l'immense majorité des journalistes qui parlaient d'informatique, de micro-informatique et tout ce qu'on veut, ils les invitaient très régulièrement à des fêtes et à des lancements. Il y avait toujours des opportunités de lancement, au moins une ou deux fois par année, soit en Europe, soit aux États-Unis, puis plus tard en Asie, et souvent à Seattle, où je me souviens du lancement de Windows 3, je crois, à Seattle, où le fast, et donc les journalistes sont logés dans des super hôtels, ils sont nourris, on leur paye des billets d'avion en business class, ils arrivent, et ils sont traités de manière somptueuse. Il y a une présentation plus ou moins merdouillade. Il n'était pas très bon en présentation, Bill Gates. Mais enfin, voilà, après tout ça, est-ce que tu vas écrire un article mauvais? Parce que sinon, on ne te réinvite plus. Donc, au bout d'un moment, c'est une forme de corruption, mais légère, et puis qui légalement n'est pas une corruption, évidemment. Mais enfin, il y a cette influence très forte qui faisait que si les utilisateurs se plaignaient un peu de la merdicité du produit, eh bien, leur force marketing faisait que malgré tout, celui qui achetait Microsoft, comme à l'époque, comme une décennie, une génération avant celui qui achetait IBM, bah, il n'allait pas se faire critiquer, il n'allait pas se faire virer d'avoir choisi le leader. Donc pour tout ce qui était micro-informatique dans les entreprises, aussi bien que chez les individus, chez le privé, eh bien Microsoft est devenu hyper dominant au point où il y a eu des attaques, des antitrusts, je me souviens très bien, aux États-Unis et aussi dans l'Union européenne, notamment par rapport, et l'angle d'attaque a été de dire, les premiers navigateurs Internet du type Netscape, il y en avait d'autres, n'ont pas de possibilité face à Microsoft qui installe gratuitement Microsoft Explorer à l'intérieur de chaque ordinateur qui est vendu, et donc la concurrence est impossible sur un marché qui est considéré en plus stratégique, puisque c'était le début du web, et donc dans les années 90, à partir de 95, je crois, 95, 96 surtout, il y a eu un début d'antitrust, quoi, qui a duré 14 ans pour lutter contre cette influence de Microsoft. À la fin, le libre marché a gagné, bien sûr, mais en attendant, Bill Gates a gagné énormément d'argent. Ça a été un moment l'homme le plus riche du monde, comme je disais, et comme les journaux s'empressaient de le faire savoir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est très très riche? Eh bien, on maximise en fait la fiscalité, on rend le plus efficient possible sa fiscalité. Donc Bill Gates a créé une fondation, lui et son épouse, la Bill and Melinda Gates Foundation, qui est un instrument pour éluder le fisc, bien évidemment. Alors évidemment, il a dit oui, mais de toute façon, c'est parce que j'ai pas envie de donner mon argent, j'ai pas envie que mes héritiers, ils ont qu'à travailler par eux-mêmes. Tu parles.
Et d'ailleurs, on ne doit pas le blâmer. Je veux dire, tu as gagné de l'argent, certes, en étant un bon margoulin commercial, mais en même temps, cet argent, tu l'as gagné, tu l'as pas vraiment volé, en fait. Tu n'es pas arrivé avec un flingue, file-moi tes 100 dollars. Non, c'est beaucoup mieux de réussir à choper 100 milliards de dollars par une activité économique. Et cet argent, ben, évidemment, il veut le soustraire au fisc. Je vois aucun mal à ça. Et donc, il fait cette fondation. Alors après, c'est hypocrite de dire oui, je veux faire le bien, etc. Enfin, une fois que tu as soutiré au fisc tout ton argent et que tu as créé une fondation, eh bien cette fondation, c'est toi qui la gères, hein, ou tu fais en sorte qu'elle soit gérée par des gens qui t'obéissent. Et cette fondation, eh bien, elle va être utilisée pour, d'abord pour gagner de l'argent, mais bien sûr pour façonner le monde selon tes désirs. C'est ça le seul avantage d'être riche. L'avantage d'être riche, c'est que tu changes le monde, tu changes l'environnement autour de toi pour que tu le façonnes en fonction de tes désirs, quels qu'ils soient. Et tu penses forcément faire le bien quand tu fais ça, puisque tes désirs, ils ne peuvent pas être maléfiques. Je connais personne au monde qui ait admis que ses désirs étaient maléfiques. Je veux dire, vous pouvez prendre n'importe qui, hein, Staline, Hitler, ils faisaient, de leur point de vue, ils faisaient le bien. En plus, ils faisaient le bien des autres. Ils étaient altruistes, hein, tous ces gens. Alors peut-être Staline, lui, il était cynique, il disait non, mais c'est pour moi. Mais encore que, à voir. Franchement, la plupart des gens, ils se disent, oui, Mao, il se disait bien, ouais, bah, avec ça, je peux baiser 50 000 nanas avec l'opium et bourrer la gueule. Enfin, mais dans l'ensemble, je fais ça pour le bien. Les millions de morts que j'ai créés dans le pays, c'est pour le bien. C'est pour le bien de la Chine, c'est pour le bien des Chinois. Tout le monde a toujours réfléchi comme ça. Ou alors pour son peuple. Gengis Khan, quand il massacrait des millions de gens sous les sabots de ses hordes de cavaliers, c'était pour le bien de son peuple. Et je le comprends. Je veux dire, pourquoi ce serait mal. Bref, c'est pas le but. Tu façonnes le monde quand tu es très riche en fonction de tes désirs. Et donc, tu le façonnes avec ta force monétaire. Ta force monétaire, c'est que tu vas avoir des amis très très riches qui eux aussi sont influents. Donc tu vas essayer de les influencer pour aller dans le sens de tes idées. Tu participes à des galas, à des charités, où tu vas pouvoir rencontrer des gens très puissants et tu pourras les influencer. Bill Gates, c'était dans les petits papiers de Bill Clinton, et puis ensuite des autres présidents américains, Obama notamment. Comme tout margoulin, il est forcément de gauche, hein, donc il a été plutôt proche j'aime pas Bush, hein, j'aime pas Bush, mais clairement, Bill Gates était pote avec Bill Clinton, il était pote avec Obama, et donc, sous prétexte de faire le bien, notamment en Afrique, il s'est mis en tête qu'il fallait réduire la population mondiale. Ce qui n'est pas déconnant d'un point de vue logique, puisque effectivement, nous sommes beaucoup trop nombreux et notre croissance rendra la vie sur Terre pour l'humain impossible, et donc nous allons face à des désastres à cause de la surpopulation, notamment de pays où, et je ne vais pas les citer parce que sinon on va encore se faire censurer, mais notamment la surpopulation dans des pays où les gens sont, au niveau intellectuel en tout cas, limite entre l'homo erectus et l'homo sapiens. Enfin, je veux dire. Mais enfin bon, qu'on les laisse tranquilles. Hein. Moi, je suis pour les laisser tranquilles et que chacun se débrouille, chacun chez soi, chacun dans son pays. En revanche, lui veut les vacciner en partant du principe que, avec les vaccins et l'école et l'éducation, les gens deviennent plus aisés, en meilleure santé, et donc ont moins besoin d'avoir plein d'enfants qui vont s'occuper d'eux en leur usage. C'est tout à fait vrai dans toutes les civilisations humaines, sauf dans un continent où plus ils sont aisés, plus ils font d'enfants. Mais encore une fois, c'est aussi une moyenne de QI. Je veux dire, il faut avoir la capacité cognitive de se dire, si je continue à faire 50 enfants parce que je peux, bah, il n'y aura plus de ressources au bout d'un moment. Enfin, pas tout le monde a la moyenne, hein, je parle de moyenne, je parle pas, il y a des gens très bien et très intelligents partout. Mais les moyennes, c'est pas les mêmes d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. C'est comme ça. Et la pauvreté, donc, s'ensuit. Vous n'êtes pas pauvre parce que vous êtes... comment je vais tourner la phrase je vais pas faire ce concept. Bref,
Euh, mais en gros, si vous êtes pauvre, c'est qu'en général, c'est que vous êtes issu d'une lignée de gens pas très intelligents. C'est comme ça. Surtout dans le monde moderne. Bref, c'est comme ça. Ça, c'est mon côté intellectualiste. Mais enfin, l'intelligence, elle pourrait se négocier, elle pourrait se discuter. Mais en gros, fondamentalement, sur du long terme, c'est ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a plein de pauvres qui deviennent riches, et il y a plein de riches qui deviennent pauvres, et quand tu regardes le point commun, c'est des niveaux de QI, quoi. Bref, à long terme, hein, ça se fait pas en une génération, mais en deux, trois générations, des gens riches, pas très intelligents, ils deviennent pauvres, et des gens pauvres, intelligents, deviennent riches. Alors après, ça reste des anomalies, parce qu'en général, les gens riches sont intelligents, et en général, les gens pauvres sont bêtes. Encore une fois, collectivement, c'est des moyennes. C'est pas le but de la discussion. Je reviens sur Bill Gates. Donc Bill Gates a financé des programmes de santé, de vaccination, etc. Alors parfois il y a eu des couacs. Alors c'est sûr que quand on vaccine des centaines de milliers d'Indiens contre c'était quoi contre pas c'était pas la rage, c'était la polio. Bah il y a des paralysés, il y a des erreurs, etc. Mais bon, comme tu achètes et que tu finances énormément de médias dans le monde, bah, ils vont pas parler de ça. De toute façon, ils sont limités dans la capacité à des sujets, dans le nombre de sujets dont ils traitent. Donc évidemment, si ton gentil bénéficiaire qui te permet de vivre et payer ton salaire a merdé quelque part, bah, tu as d'autres sujets auxquels il faut parler, voire des sujets un petit peu orientés au bénéfice de cette personne. Donc vous l'entendrez que très rarement des gens dire du mal de ce grand bienfaiteur de l'humanité qui est Bill Gates. Donc, ces campagnes de vaccination et de contrôle, on peut voir des vidéos sur Internet où il parle, où il le dit très bien, je pense que c'est quelqu'un de très ouvert sur ses objectifs, où il dit, non seulement on pourra augmenter la santé des gens, et de ce fait, on va inverser la courbe de progression de la population. Il ne dit pas qu'il faut... parfois, la stérilisation, elle est passée en Philippines, il y a eu des cas, enfin bref. Mais dans l'ensemble, il veut baisser la population par le fait qu'il y ait moins de croissance. Ensuite, qu'est-ce qu'il voulait faire encore? Je vois qu'il y a des chiens qui se baladent là où ils ne devraient pas. Il faut que j'aille m'occuper d'eux. Et l'autre chose qu'il veut évidemment faire, normalement, si tu étais pro, tu coupes la vidéo, mais vous savez, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je fais mes vidéos à l'arrache, et puis ceux qui aiment bien, ils aiment bien, puis ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais en gros, il y a aussi un autre projet qui est celui de contrôler la population. Parce que si on la contrôle, elle fera moins de conneries. Et si on la contrôle, si on sait à tout moment où elle est, si on sait à tout moment la maladie qu'elle a, etc., on va pouvoir la soigner. Je suis persuadé que Bill Gates et ses amis ont une vision des choses euh, comment dire, altruiste, tout en se faisant beaucoup d'argent, hein, évidemment, parce que faut quand même se payer les grandes maisons et puis il y a la concurrence avec leurs amis milliardaires. Je veux dire, c'est un peu un concours de mesure de bite. Hein. C'est celui qui a le plus, qui peut pavaner le plus. C'est celui qui aura. Alors aujourd'hui, ils sont fait tous baiser la gueule par les Mexicains là. Comment il s'appelle le Carlos là, celui qui a encore plus d'argent. Puis il y a eu Amazon, Bezos, etc. Mais enfin, au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment quelle est leur fortune, puisqu'ils ont des moyens de la camoufler dans des fondations, dans des trusts, etc. Puis à la fin, si ça se trouve, Bill Gates ont investi dans Amazon, et en fait, eux aussi. Donc on ne sait plus vraiment, ce n'est pas que Microsoft qui a créé la fortune, enfin, en tout cas s'il l'a créé, ce n'est pas le seul endroit où il a mis ses doigts. Donc, comme on dit en anglais, put fingers in the pie, c'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits où il a dû investir et qui ont été très rentables, et d'autres où ça a perdu. Hein. Et dans l'ensemble, l'idée c'est que contrôler la population euh, est une bonne chose. C'est l'idée qu'a Bill Gates, pour le bien de l'humanité. Et donc, alors ensuite, n'allez pas sur le physique. Je veux dire, le pauvre, c'est vrai, il n'a pas été gâté par la nature, il a un visage de tortue squamé, c'est pas sa faute, hein, ça c'est comme ça, les lunettes ça aide pas, c'est clair que sa femme a beaucoup de courage et sans doute les milliards aident. Puis faire des gosses avec quelqu'un de ce niveau de fortune, génétiquement c'est peut-être pas top, mais d'un point de vue de pérennité de tes gènes, c'est quand même bien. Donc, faut pas aller sur le physique. Faut pas attaquer sur les gens sur le physique, ça sert à rien. En revanche, c'est sûr que le contrôle des populations
ça attire vachement d'intérêt de gens qui se disent, mais peut-être que cette idée, elle est pas mal, et voilà, on a de la technologie, on a des puçages, on a des systèmes, une sorte de code barre que tu peux, chimique, hein, que tu peux mettre dans la peau des gens pour savoir s'ils ont eu tel vaccin, s'ils se comportent bien, etc. Donc l'idée, c'est de pousser les modèles de contrôle sociaux encore plus loin dans le corps et dans la capacité de traçage à distance afin de contrôler l'ensemble de la population. Vous savez, il y a deux sortes de personnes, hein, fondamentalement. Il y a ceux qui pensent qu'il y a deux sortes de personnes et il y a les autres. Mais il y a aussi ceux qui aiment la liberté et ceux qui aiment le contrôle. Et particulièrement le contrôle des autres. Parce que se contrôler soi-même, c'est jamais très simple. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais il a quand même allé chez Epstein, le fameux pédophile, machin. Oui, il a pris. C'est vrai que Bill Gates a son propre avion, on a plusieurs avions privés qui lui appartiennent. Et il a quand même allé dans l'avion d'Epstein, il est allé sur l'île où il y avait des viols de jeunes filles et probablement pire. On ne sait pas ce qu'il a fait, il n'y a pas de preuve, donc on ne peut pas attaquer Bill Gates. Donc, en tant qu'avocat du diable, je vous dis non, non, il faut présomption d'innocence, viol de mineurs, enfin, chantage de la part d'Epstein et du Mossad sur Bill Gates. On ne peut pas savoir, on peut pas savoir. Et quand on ne sait pas, faut pas sortir des hypothèses et des complots. Il faut enquêter, c'est tout. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Probablement qu'un président des États-Unis à la peau orange en ce moment doit avoir pas mal de dossiers et qu'avant avant sa réélection, qui me paraît de plus en plus certaine, il va les sortir et ça va être chaud pour les fesses de pas mal de gens. Mais on verra, on verra. En tout cas, Bill Gates reste un grand bienfaiteur de l'humanité, forcément. Et donc, ces tentatives de contrôle avec lesquelles il s'est affilié avec des gens au-dessus de tout soupçon que sont George Soros et je crois même la fondation Rockefeller, sauf erreur. Je confonds toujours Rothschild et Rockefeller. Mais ne tombons pas dans le piège antisémite. Bill Gates n'est pas juif, Rockefeller n'est pas juif, n'est peut-être pas une famille juive. Donc, vous voyez, il y a des complots qui sont absolument pas faits par des Illuminati sionistes. Il y a aussi des Illuminatos normaux, quoi. Enfin, pas sionistes, quoi. Enfin, normaux dans le sens statistique, hein, pas dans le sens. Pour moi, on est tous humains dans des courbes différentes, mais on est tous humains. Bref, puis après, il y a les Homo erectus, il y a les Homo sapiens, il y a les Homo ergaster, et puis en France, ils sont tous mélangés. Mais enfin, bref, c'est un trait d'humour. L'humour, c'est important. C'est comme l'artillerie et les mines antipersonnelles. Si on n'en a pas, on n'a pas une vie bien remplie et bien faite. Donc, tout ça pour dire que Bill Gates est souvent, à mon avis, en tant qu'avocat du diable, accusé à tort des pires turpitudes et des pires pratiques commerciales et des pires desseins. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a sincèrement une âme noble, sincèrement quelqu'un qui veut faire le bien et qui n'a rien à craindre des dossiers qui sont en train d'être mis en place contre lui par certains enquêteurs. Donc, je n'ai jamais payé un centime, à part dans les ordinateurs, évidemment, que je l'ai acheté, mais je n'avais pas le choix. Mais je n'ai jamais acheté de logiciel Microsoft, car on les trouve sur Internet, débloqués depuis toujours. Donc au moins ça, j'ai pas participé. Donc même en tant qu'avocat du diable, cher membre de la Cour, je n'ai jamais mis un centime volontairement dans des produits Microsoft. C'en est fini de mon plaidoyer en défense de Bill Gates. À bientôt.